Je suis chercheur CNRS au laboratoire des systèmes perceptifs à l'École normale supérieure et mon travail consiste à essayer de comprendre comment le cerveau comprend le langage et génère le langage dans le cadre de la lecture et dans le cadre de la perception auditive, dans le cadre de la parole. Et j'utilise pour ça deux outils. Il y a l'outil de la neuroimagerie et l'outil de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, l'IA, c'est un mot valise. Il y a plusieurs concepts derrière ce mot. Il y a notamment le concept de l'objectif, qui est de créer un agent qui est capable d'apprendre de son environnement, qui est capable de réaliser un certain nombre de problèmes. Et il y a également l'idée de la discipline scientifique, la discipline qui réunit l'informatique, les mathématiques, les neurosciences cognitives, avec des chercheurs et des chercheuses qui ont un but qui est commun, qui est d'identifier les principes de l'apprentissage. Comment créer un agent qui effectivement est capable d'apprendre de son environnement. Alors ça, c'est des définitions assez consensuelles, mais ce qui est beaucoup moins consensuel, c'est la définition de l'intelligence elle-même, qui, on voit en fait dans l'histoire, varie au regard des progrès technologiques. Donc par exemple, dans les années 70, on va penser que les échecs sont un marqueur de l'intelligence. Les gens qui jouent aux échecs sont capables de faire du raisonnement symbolique, de faire de la planification de l'action qui est extrêmement évoluée. Et on va notamment avoir tout un champ de l'IA qui va essayer d'implémenter des algorithmes qui savent jouer aux échecs dans l'espoir que ça donne des algorithmes intelligents. Et en 97, qu'est-ce qui se passe? Il y a IBM qui construit Deep Blue, qui est un algorithme, un ordinateur même, qui va jouer contre Garry Kasparov et qui va le battre la deuxième fois aux échecs. Qu'est-ce que fait la discipline scientifique à ce moment-là? Elle ne se dit pas « ça y est, on a un algorithme intelligent ». Plutôt, elle se dit il faut repenser les critères d'évaluation de l'intelligence. Est-ce que le raisonnement symbolique suffit? A priori, non. Il faut probablement autre chose. Et donc ce genre d'exemple de changement de définition et changement de critères en fait de ce que c'est que l'intelligence, on le voit à de multiples reprises dans l'histoire des sciences récentes, notamment dans le cas du langage. Donc dans le cas du langage, il y a Alan Turing qui est un des fondateurs de l'informatique, de l'intelligence artificielle, qui propose un test qui est extrêmement connu, qui a son nom, qui s'appelle le test de Turing, qui est un test assez simple. Il s'agit de demander à des participants, comme vous et moi, de dialoguer via une interface ordinateur, un clavier, un écran, et d'essayer d'identifier si la personne avec qui il dialogue est vraiment un humain ou au contraire un algorithme. Et Alan Turing propose de dire que l'algorithme sera considéré comme intelligent dès lors qu'on n'est pas capable d'identifier l'interlocuteur comme un algorithme ou comme un humain. Aujourd'hui, on en a des algorithmes qui sont capables de réaliser des dialogues. Alors, si on attend suffisamment longtemps, si on dialogue beaucoup avec eux, on se rend compte qu'ils ne sont pas humains. Mais pendant quelques minutes, ces algorithmes peuvent tromper un interlocuteur sur la nature profonde, sur le fait que ce ne sont pas des humains. Il y a des tests, des compétitions qui sont réalisées dans ce domaine. Et pour autant, on n'a pas envie de dire que ces algorithmes sont intelligents comme les humains le sont. On est plutôt à essayer de comprendre quels critères on doit se donner pour identifier un algorithme comme plus ou moins intelligent. Et le critère du dialogue, finalement, n'est peut-être pas suffisant. On va essayer de trouver d'autres critères de compréhension, de capacité de résumé, qui sont quand même assez difficiles à évaluer aujourd'hui. C'est un vrai programme de recherche. Donc, dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est que la définition de l'intelligence évolue en fonction des progrès qui sont réalisés. Et probablement ce qui va se passer, c'est qu'on va s'accorder à dire qu'il y a énormément de variétés de formes de l'intelligence. Comme il y a énormément de variétés de formes de la vie, il faut essayer d'identifier les briques élémentaires. Dans le cadre de la vie, c'est l'ADN. Là, de l'intelligence, il faut essayer de comprendre les briques élémentaires qui permettent à un agent d'apprendre à résoudre des problèmes. Alors effectivement, il y a beaucoup de formes d'IA. Celle qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est l'intelligence qui ressemble à celle des humains. Et quelque chose qui est frappant dans notre espèce par rapport aux autres espèces, c'est notre capacité à échanger de l'information via le langage, échanger ce qu'on appelle de manière compositionnelle. On peut faire une nouvelle phrase qui n'a jamais été entendue et qui pourtant va être comprise par les autres humains. Ça, c'est une capacité qui est extrêmement importante, puisque c'est ça qui va nous permettre d'accumuler des connaissances entre générations et du coup de construire de la technologie, construire des civilisations
avec une capacité sans commune mesure avec ce qu'on a pu voir dans les autres espèces. Donc c'est ces caractères-là qui nous intéressent, c'est les briques élémentaires qui permettent ce genre de fonction cognitive qui nous intéressent et qu'on essaye de retrouver et d'implémenter également dans les algorithmes. Alors peut-être qu'il faut d'abord rappeler que l'influence de l'IA sur les neurosciences est en fait assez réciproque depuis les débuts de l'informatique, depuis les débuts de l'intelligence artificielle. On voit notamment des concepts qui sont tirés des neurosciences, comme les neurones, dans les algorithmes qu'on appelle de deep learning. La brique élémentaire de calcul, c'est les neurones artificiels. Bon, c'est des concepts qui sont pris évidemment des neurosciences et implémentés dans les algorithmes. Et ce genre d'idées, on les retrouve vraiment à tous les moments de développement de l'IA. Il y a la notion, par exemple, d'apprentissage par des hiérarchies de neurones. Ces hiérarchies de neurones, c'est des choses qu'on a découvertes dans les années 60, notamment avec les travaux de Hubel et Wiesel, qui ont été nobelisés pour ces découvertes. On a vu que le système visuel a une suite de calculs qui est organisée de manière hiérarchique, et les algorithmes d'aujourd'hui sont explicitement tirés de cette intuition. Ils ont une architecture qui est hiérarchique et qui leur permet effectivement de résoudre des problèmes visuels de la même manière que le cerveau les réalise. Donc on voit qu'il y a une interaction en fait entre IA et neurosciences depuis les débuts, et c'est pas quelque chose qui s'est arrêté dans les années 80. Ça continue aujourd'hui. La notion de connexion raccourcie, de porte attentionnelle, ce sont des notions qui ont quelques années maintenant, juste 2-3 ans, et qui pourtant ont été théorisées, conceptualisées en neurosciences et uniquement implémentées récemment en IA avec des conséquences extrêmement importantes. C'est grâce à ce genre d'idées que les algorithmes fonctionnent mieux, entre autres. Donc effectivement, il y a une influence de l'IA sur les neurosciences, mais il ne faut pas oublier évidemment l'inverse. Alors, l'influence de l'IA sur les neurosciences, par contre, elle est extrêmement importante ces dernières années, et ce pour deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'en neurosciences, comme dans d'autres disciplines, on génère énormément de données. Et l'IA, le machine learning, sont des outils pour analyser cette donnée. Par exemple, nous au laboratoire, on analyse beaucoup les données de neuroimagerie. Donc on met des gens dans un scanner, on leur demande à faire des tâches plus ou moins compliquées pour essayer de comprendre comment leur cerveau fonctionne, et on se retrouve concrètement avec des centaines d'heures d'enregistrement de l'activité cérébrale prises à des milliers d'endroits, et donc on a énormément de données à traiter, ce qui peut être extrêmement difficile. Dans ces cas-là, souvent on utilise des algorithmes de machine learning, des algorithmes qu'on peut appeler d'IA, pour nous aider à traiter cette information. Par exemple, on peut essayer de décoder l'activité neuronale en essayant d'apprendre un algorithme les patterns d'activité cérébraux qui vont prédire ce que la personne pense, ce que la personne perçoit. Donc concrètement, on demande à ce que la personne a vu. Est-ce qu'elle a vu une girafe, un éléphant, une table? On voit l'activité cérébrale qui est associée à chacune de ces conditions, et on apprend à l'algorithme à faire le lien entre l'activité cérébrale dans une condition donnée et ce que la personne a rapporté voir. Donc c'est typiquement une utilisation de l'IA comme un outil méthodologique, et ça c'est pas du tout spécifique aux neurosciences. On le retrouve en chimie, on utilise du machine learning pour prédire la structure des protéines, on le retrouve en mathématiques pour essayer de résoudre des équations différentielles qui sont extrêmement compliquées, on l'utilise évidemment en vision, en audition pour faire de la reconnaissance de forme ou de la reconnaissance audio. Alors effectivement, le deuxième aspect, c'est spécifique aux neurosciences cette fois-ci, c'est l'utilisation de l'IA non pas comme un outil pour traiter la donnée, mais comme un outil théorique pour essayer de comprendre la cognition. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? On a des algorithmes qui sont capables de reconnaître des images, et on a un cerveau qui est capable de reconnaître ces mêmes images. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les deux font la même chose, s'ils reconnaissent les images de la même manière. S'ils reconnaissent de la même manière, on a un super cadre, puisqu'on a un modèle de comment potentiellement le cerveau fonctionne. Donc comment on teste cette idée? C'est assez simple au final. On a des algorithmes qui ont des neurones artificiels, j'ai dit tout à l'heure, et on peut essayer de regarder si ces neurones se comportent de la même manière que les neurones du cerveau dans les mêmes conditions. Donc on présente des images à l'algorithme, on présente des images au cerveau, et on essaie de regarder si les deux corrèlent l'un avec l'autre. Donc ce qu'on voit dans le laboratoire, c'est qu'effectivement, il y a une corrélation qui est significative, qui est intéressante, et qui suggère qu'il y a une partie de l'algorithme qui se comporte de la même manière que le cerveau, et ça c'est vrai dans le cas de la vision, et c'est vrai aussi dans le cas du langage. Donc cette corrélation entre l'algorithme et le cerveau, elle est importante pour deux raisons.
La première raison, c'est qu'on a un modèle qui est intéressant pour comprendre comment le cerveau fonctionne. Il est beaucoup plus facile de disséquer comment l'algorithme fonctionne que de disséquer comment le cerveau fonctionne. Donc si on voit un algorithme qui se comporte de la même manière qu'un cerveau, on a un modèle utile pour comprendre le fonctionnement du cerveau. C'est aussi intéressant pour l'IA. C'est la réciproque de cet avantage, c'est qu'on voit que le cerveau se comporte comme la machine, mais on sait qu'il se comporte beaucoup mieux puisqu'il arrive à apprendre avec beaucoup moins d'exemples, qu'il est beaucoup plus efficace, beaucoup moins consommateur d'énergie. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très bonnes en fait dans les algorithmes d'aujourd'hui. Elles apprennent avec des quantités immenses de données, avec des calculs qui sont extrêmement voraces en énergie. Et donc, on a besoin de comprendre comment le cerveau arrive à réaliser ces tâches-là, pour essayer de les implémenter dans les algorithmes. De savoir que les deux corrèlent ensemble nous suggère qu'on va pouvoir continuer d'améliorer les algorithmes au regard des découvertes qu'on fait en neurosciences. Merci. Merci.